Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette session sur les innovations de rupture au cœur des villes intelligentes, smart cities, les villes durables, etc., les villes en transition vers un autre monde. Je vais d'abord me présenter. Je suis donc Antoine Héron, je suis président fondateur de l'association Innovation citoyenne et développement durable. Nous fêtons aujourd'hui, à l'occasion de ce salon, les 10 ans de pratique. Notre cœur de métier, c'est la veille sur les innovations simples, puissantes, pas chères, d'intérêt national et qui viennent de citoyens à qui on n'a rien demandé. Donc ces innovations-là sont particulièrement intéressantes et méritent d'être entendues. Et bien sûr, comme elles sont inattendues, on ne peut pas dire que grand-chose soit fait pour les accueillir. Donc on aide à ce qu'elles puissent éclore et prendre leur chemin et qu'on les mette en œuvre à la hauteur de leur potentiel. Bien, pour cette table ronde, plusieurs personnes qui sont des responsables engagés dans la transformation des villes sur des enjeux très précis vont pouvoir intervenir et je vais tout de suite leur donner la parole en commençant par Justine Laurent. Si tu veux bien donner ton... C'est pas dur à deviner qui est Justine, c'est moi. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Justine Laurent, je co-dirige l'agence Circulab, qui est une agence de conseil en stratégie et un studio de design dédié à l'économie circulaire et régénérative depuis 2012. Bien. Guillaume Bonnefien. Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'invitation. Guillaume Bonancien, consultant expert ville, territoire et infrastructure durable chez EcoAct depuis maintenant 10 ans. J'accompagne mes clients, organisations, donc collectivités locales, entreprises, mais également les territoires sur tous les sujets du carbone et du climat. Donc à la fois au niveau de l'ambition et également la partie opérationnelle, feuille de route sur les solutions climatiques pour lutter efficacement contre le changement climatique. Merci. Bien, Jean-Baptiste Drechsler. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Drechsler, je suis directeur général de Geoptis, c'est une filiale de La Poste qui propose des solutions aux collectivités territoriales pour faciliter la gestion et la connaissance de leur territoire. Eh bien maintenant, last but not the least, Monsieur Gilles Labranque. Merci. Donc je dirige un groupe Sofrigam qui est spécialisé, lui, dans la fabrication et la livraison d'emballages réfrigérants pour l'industrie pharmaceutique. Donc quand on a dit ça, ça paraît, je dirais... On n'est pas dans le numérique. Par contre, on a une très grosse expérience de la réfrigération et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on va vous parler dans le développement durable. Alors j'ai retenu ce que vous avez dit, quelque chose de simple, innovant, efficace, inattendu, pas cher. Bon, ça, disons qu'on a 4 critères sur 5. Voilà. Et j'aurai le plaisir de vous le développer tout à l'heure. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer dans la présentation des approches disruptives proposées par nos intervenants. Donc on va commencer par Justine, si tu veux bien présenter ton expérience à Circulab Network. Rebonjour. Du coup, j'ai la lourde responsabilité d'ouvrir cette table ronde et de parler de disruptive innovation, de villes durables et intelligentes. Donc autant vous dire que c'est une grosse responsabilité. En fait, dans un premier temps, chez Circulab, et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, en termes de disruption, on a les fractures. Nous, on préfère parler de rupture. On trouve que c'est un terme un petit peu moins péjoratif. Et l'idée, c'est qu'on propose à nos clients, qui sont également des collectivités, des grands groupes, des TPE, des PME, tout type de professionnels, de rompre avec les schémas qu'on a aujourd'hui, depuis pas si longtemps finalement, de la manière dont on conçoit les villes, dont on pense les villes et tout ce qui va avec. Donc, dans la ville, on a le bâti, on a les infrastructures, et puis on a également la vie, la cité, donc c'est-à-dire les interactions entre les différents habitants, entre les différentes institutions, etc. Et en fait, l'innovation de rupture que je vous propose aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Et vous allez me dire, mais l'économie circulaire, c'est plus tellement de la rupture, ça fait un moment qu'on commence à en parler. Je vous confirme. Mais on ajoute là-dessus une autre rupture. En plus d'économie circulaire, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, elle est essentiellement appliquée à boucler la boucle des matières, des ressources, des produits. Et en fait, chez Circulab, nous, ce qu'on souhaite, c'est appliquer l'économie circulaire au modèle économique. Donc, c'est-à-dire à la manière dont on conçoit
la création de valeur et à l'ensemble des choix qu'on va prendre dans la manière dont on crée, dont on capture et dont on délivre de la valeur. La ville a un modèle économique, les acteurs de la ville ont des modèles économiques, et du coup, c'est là-dessus que nous, on souhaite travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, du coup, je l'ai rapidement présenté. Le modèle économique, c'est l'ensemble des choix que finalement on va prendre. N'importe quelle organisation a un modèle économique. Et dans ces choix, on a des choix à prendre sur les ressources que l'on va utiliser afin finalement de mettre un toit sur la tête de nos citoyens, de nos habitants, mais également de leur permettre de se déplacer, etc. Et déjà, dans un premier temps, c'est de travailler sur la notion de sobriété dans l'utilisation de ces ressources. Donc la notion de sobriété, c'est finalement nous assurer qu'on va on va faire en sorte de réduire un maximum l'extraction de ressources vierges. Le sable aujourd'hui est une ressource qui est en crise, 50 milliards de tonnes consommées par an. On considère, selon certains chiffres, que dans 20 ans, on n'aura plus de sable. Et on sait, donc le sable, il permet de construire nos villes. C'est ce qu'on met dans le béton, dans le ciment. Et en fait, à la fois, c'est ce qui permet aussi de poser nos maisons, nos bâtiments, nos bâtis sur un sol qui ne s'écroule pas. Et donc déjà là-dessus, juste en prenant cette ressource-là, l'idée avec l'économie circulaire dans les modèles économiques, c'est de faire en sorte de concevoir des chaînes de valeur qui ne dépendent pas de l'extraction de ressources, parce que toute la chaîne en découle. Là-dessus, ça permet l'objectif là-dedans, c'est de réduire ce qu'on appelle les risques systémiques. C'est également de travailler sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et puis derrière la stabilité aussi géopolitique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a une mafia du sable, notamment en Inde, qui est l'une des plus puissantes du pays. Donc déjà, travailler sur la sobriété. Derrière, on a également travaillé sur les usages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les bons choix en termes de ressources, quels sont les partenaires auprès de qui je m'approvisionne, quelles sont les ressources que je vais utiliser, est-ce que je m'assure que ces ressources sont abondantes, sont facilement disponibles, qu'elles ne nécessitent pas beaucoup d'énergie et de transport. C'est travailler sur les usages et l'optimisation et le partage de la valeur d'usage. Aujourd'hui, à Paris, on a eu une augmentation sur 5 ans des logements vacants. Donc dans les logements vacants, on a également les logements saisonniers, mais qui, n'empêche, sont plus souvent inhabités qu'habités. On a 17% de logements vacants sur la ville de Paris. Et on a toujours des gens qui dorment dans la rue, certes, mais on a également aussi des difficultés en termes d'agriculture, etc. Et on sait que les logements vacants, les toits, les chaleurs fatales, etc. peuvent servir à de nouveaux usages, à de nouvelles fonctions. Donc le deuxième objectif de l'économie circulaire appliquée au modèle économique, c'est de repenser cette notion d'usage, où finalement c'est souvent là-dessus qu'on va concentrer toute la valeur, parce qu'en fait on va vendre ces bâtiments, on va vendre un service, on va vendre un usage, et c'est là-dessus qu'on concentre toute la valeur, la monétisation finalement et les flux monétaires de la ville. L'idée, nous, qu'on veut, c'est de re-questionner un petit peu, de plus baser l'usage de la ville sur la consommation, la production, mais c'est d'aller sur, finalement, repenser les différents flux de la valeur et des usages, multiplier les usagers, favoriser et développer le co-living, la réversibilité des bâtiments, l'économie de fonctionnalité, qui sont autant de choses qui vont permettre finalement de décupler les valeurs pour les usagers et surtout de permettre de donner un maximum de fonctions. Et la troisième chose, une fois qu'on a fait en sorte d'être dans une sobriété de ressources, qu'on a optimisé et partagé l'usage, c'est de travailler évidemment sur la fin de vie et faire en sorte qu'il n'y ait plus de fin de vie, qu'il n'y ait que des nouvelles vies. Et comment est-ce qu'on accompagne finalement aussi bien les constructeurs que les architectes, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans la prise en considération de la seconde vie, la troisième vie des bâtiments. Donc, ça rejoint également la question de la réversibilité. Vous regardez un immeuble haussmannien aujourd'hui, personne ne sait dire si c'est un bureau ou si c'est un appartement. En fait, l'idée, c'est un petit peu de revenir à ça. C'est des choses qu'on connaît. Et puis, c'est aussi de travailler sur le réemploi, de mettre en avant toutes ces initiatives-là. Le recyclage, la collecte, faciliter tout ce qui peut arriver une fois que nos bâtis, que leurs composants, mais également que nos infrastructures ont arrêté de servir leur première fonction. Donc du coup, l'idée avec tout ça, c'est finalement d'appliquer ces trois notions à tous les choix qu'on va prendre, dans la manière dont on conçoit, dont on pense la ville, et de nouveau pour tous les acteurs qui en font partie, pour premièrement, donc, décorréler les ressources naturelles et la nature de l'amélioration de la croissance et de la croissance, pardon. La deuxième chose, c'est de décupler, comme je disais, les valeurs pour les usagers. Aujourd'hui, 40% de l'espace urbain est dédié à la voiture. Et en fait, une voiture est utilisée 5% de son temps.
Donc on arrive facilement, alors je ne suis pas la pro des mathématiques, mais ces deux chiffres-là arrivent quand même à nous faire rendre compte assez facilement de où sont nos priorités en fait aujourd'hui. Et du coup, la troisième chose, c'est finalement de parvenir également à entrer sur de nouveaux marchés, de donner de nouvelles vies à des ressources, de répondre à de nouveaux besoins à travers la valorisation de choses qui sont aujourd'hui dévalorisées, que ce soit les ressources. Vous ne verrez jamais une déchetterie en cœur de ville. Les déchetteries, elles sont en périphérie. Et en fait, aujourd'hui, on a la ville et puis on a ce qui se passe autour. Et l'idée, c'est de ramener au cœur de la ville aussi des choses qui ont tendance à être dévalorisées et qui ont tendance à être mises, du coup, en dehors de la ville. Donc du coup, plein de belles paroles. Juste pour conclure là-dessus, nous, l'idée, c'est que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît, qu'on peut mettre en place. Et il suffit de rompre avec les schémas de conception et de penser différemment les choix qu'on prend dans la viabilité de ce qu'on met. Voilà, la viabilité, elle est partout, elle n'est pas que économique. De ce qu'on met à disposition des habitants. Et du coup, selon nous, et en tout cas les trois choses sur lesquelles on va intervenir, la première chose, c'est la conception d'outils, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne change pas les outils de conception, on n'y arrivera jamais. La deuxième chose, donc on a notamment chez Circulab développé des outils d'éco-conception de modèles économiques, de chaînes de valeur, de partenaires, d'écosystèmes humains. La deuxième chose, c'est la formation. Donc j'ai la chance aujourd'hui de représenter l'ANSSI, auprès de qui je fais une formation sur le bâtiment, notamment et l'économie circulaire. Et la troisième chose, c'est l'action. Donc une fois qu'on a la montée en compétences, une fois qu'on a également un partage de méthodologie avec les parties prenantes, et derrière, on peut agir. Et pour l'action, pas de stress, on y va étape par étape, on commence par là où c'est le plus facile. On ne changera pas les villes du jour au lendemain. Voilà. C'est bon pour moi. Merci. C'est excellent, bravo. Je suis très heureux que tu aies pu commencer par ouvrir cette table ronde, par cette intervention globale qui montre l'ampleur du champ de l'innovation et des transformations importantes et profondes dans les consciences des gens, notamment des gens de métier, pour qu'ils revoient leur métier en fonction de toutes ces exigences nouvelles qu'on ne connaissait pas avant et qui maintenant doivent être prises en compte de manière profonde. Bien, merci. Je vais passer la parole tout de suite à M. Gilles Labranque. Pour l'innovation dans sa société, et cette innovation simple et géniale qu'il va nous présenter. Je vous remercie. Donc, génial. Bon, on verra à la fin si vous êtes convaincus. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons, grâce à une technologie que je vais expliquer, un principe et un concept qui est la réfrigération autonome du XXIe siècle. Alors, chacun des mots compte. La réfrigération, tout le monde pense savoir ce que c'est. On a participé à différents colloques. On a été à Move London aussi. Personne ne parle du froid. Or, ce qu'on appelle le froid, c'est-à-dire une température artificielle par rapport à la température qu'on connaît. Là, aujourd'hui, on est dans une salle climatisée, donc on est légèrement différent de l'extérieur. Donc, on est en permanence dans ce qu'on appelle température artificielle. La réfrigération, elle s'applique aux produits, donc aux aliments. Autonome. Son nom est bien indiqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil à la patte. C'est une batterie froide. Alors attention, batterie, on n'a pas de pile électrique dedans. C'est simplement un système chimique, thermochimique, qui existe d'ailleurs depuis pratiquement 200 ans dans le principe, mais dont les applications n'avaient pu être faites jusqu'à maintenant parce qu'il y avait la mise au point. Alors, 21e siècle, parce que ça n'existait pas au 20e. Ni au 19e d'ailleurs. C'était juste à l'état de concept. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? On a d'un côté, j'aurais dû les amener d'ailleurs, un peu de poudre, qui est du graphite expansé, et de l'autre côté, on a un sel. En général, c'est du MnCl2, bon, voilà. Il y a différents sels. Et vous avez un fluide naturel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici, qui s'appelle l'ammoniac. Il y en a deux qui sont reconnus au niveau de l'ONU, au niveau mondial, qui sont le CO2 et l'ammoniac. Donc aucune attaque sur la couche d'ozone ou quoi que ce soit. Et la réaction de l'un sur l'autre fait qu'il y a une chute de température très brutale, et la chute de pression est synonyme de chute de température. Ensuite, comme dans un véhicule, on chauffe le réactif et le système recycle dans l'autre sens. Donc concrètement, on est capable de faire tout type de température de moins 20 à plus 20, avec une régulation qui est extrêmement précise, puisqu'il s'agit simplement d'une électrovanne, et donc on gère le flux par ouverture-fermeture en fonction de la demande qui est le thermostat. Ce système est réversible des milliers de fois, et la société Colway Technologies, que nous avons rachetée il y a 2 ans,
a mis au point donc les mélanges, puisqu'ils sont dans la littérature, mais de façon pratique, il y a beaucoup d'astuces derrière pour le faire fonctionner. La société est basée à Rivesaltes. Quand on dit Pia, personne ne connaît. Rivesaltes, tout le monde connaît. Et donc, on est pratiquement dans les vignes, d'ailleurs. Mais ça ne change pas le fait que la société travaille. Hein. Ça, de ce côté-là, c'est parfait. Et donc, l'objectif de Sofrigam Group, c'est de valoriser tout ça. Alors, clairement, on va donner quelques exemples. Vous avez sans doute dans Paris croisé ou vu des voitures Saveur et Vie, ou des véhicules qui sont mus. Alors, soit c'est un vélo électrique, ce qu'on appelle un vélo cargo, soit un véhicule ligier. Bon, je cite des marques parce que des véhicules électriques français, il n'y en a pas beaucoup, qui a derrière un petit container et un petit moteur sur le dessus. Ben, c'est nous. Le moteur, c'est nous. Et donc qui délivre les plateaux repas, les sandwichs, etc., à la bonne température, jour après jour. Quelle que soit la température extérieure, on marche entre moins 10 extérieur, même moins 20 d'ailleurs, jusqu'à plus 45. Donc on a des performances qui sont excellentes. De plus, le système ne fait aucun bruit puisqu'il n'y a pas de pièce tournante, il n'y a pas de compresseur. Donc c'est pour ça qu'on est du 21e siècle, par opposition à tout ce qui est classique aujourd'hui, et qui fonctionne d'ailleurs aussi bien, mais qui génère soit des dégagements de gaz, soit, je dirais, des consommations excessives, et qui fonctionne avec des fluides réfrigérants qui seront prohibés d'ici à 2030. Bon. Donc, ce qu'on offre, c'est effectivement une totale liberté, je dirais, aux utilisateurs. Alors, c'est la livraison de médicaments, et il y a d'autres applications, puisqu'on peut aller jusqu'à 48 heures. La cible que nous avons choisie et qui est dans le cadre de ProDurable, c'est les livraisons à domicile et toutes les livraisons qui nécessitent une chaîne froide. Et il y en a une quantité, je dirais, absolument énorme qui ne fait que grandir. Alors, en termes de réfrigération, il faut savoir, et les gens ne sont pas assez au courant, que entre refroidir ou maintenir une tomate et un plat que vous avez commandé à base de poisson, il y a une différence colossale. Les derniers produits, qui sont des produits travaillés, nécessitent un maintien de la température extrêmement précis, sinon il se passe des dégradations dont vous serez les premiers à supporter les conséquences. Donc on est sur des notions qui sont, je dirais, complètement nouvelles. Donc vous parliez de technologie inattendue. Elle fonctionne, la technologie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez connue. Et effectivement, des tables rondes comme celle-ci permettent de dire ça existe, ça fonctionne et c'est commercialisé, bien évidemment. On a plus de 10 ans d'expérience sur la commercialisation, donc ce sont des produits réutilisables. J'entendais ce que vous disiez. Le moteur est quasiment à vie puisque c'est un mélange. Donc il est réutilisable. L'ammoniac, c'est dans des circuits qui sont complètement hermétiques. On a des contrôles sur l'étanchéité qui sont parfaits. Et le secret de la société, c'est d'avoir été capable de démocratiser l'usage de l'ammoniac qui est réservé encore peu à des très très grosses puissances, puisque c'est le fluide réfrigérant qui a la meilleure capacité en termes de puissance rapport au poids. Et nous, on l'a démocratisé, puisqu'au lieu de faire des mégawatts, on fait ça sur des watts. Voilà. La petite différence est là, et ça permet des applications extrêmement variées. Voilà. Donc je pense que là, j'ai expliqué correctement. S'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. L'objectif de la société, c'est effectivement, à travers les premiers clients qui l'utilisent avec succès, c'est de l'élargir vers tout ce qui est collectivité locale et de faciliter l'usage du froid, qui aujourd'hui est assez compliqué. Alors on va sur des tout petits containers, donc on démocratise cette utilisation, et surtout, l'utilisateur peut faire varier les températures lors des différents transports et différents cycles. Voilà. Donc on fonctionne, je dirais, effectivement... alors, pas d'émissions de gaz, pas de CO2, pas cher, ça je ne sais pas encore. Ça dépend du succès qu'on aura. Si on raisonne sur du réutilisable et du long terme, on n'est franchement pas cher si on compte le coût à la journée. En coût d'acquisition, il est clair qu'on est plus élevé que les autres systèmes, mais sur la durabilité et le fait qu'il n'y ait pas de piles, pas de pièces à jeter ni rien, on est extrêmement bon marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement favorable à tout ce qui est développement durable, puisqu'en fait, et j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit, c'est qu'il y a en fait des frais fixes, et que ces frais fixes doivent être mutualisés sur le plus grand nombre. C'est typiquement ce qu'on fait avec nos systèmes. Voilà. Je vais terminer, monsieur Héron. Voilà. Bravo à votre entreprise, et cette innovation est certainement remarquable, et quand je dis peu coûteuse au sens
de la prise en compte des externalités négatives Oui. des autres solutions que vous n'avez pas dans votre démarche parce que votre solution est propre et donc a très peu d'externalités négatives. De ce point de vue-là, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on lui souhaite un beau développement dans les années qui viennent. Ça va encore baisser son coût. Je vous remercie. Alors oui, juste sur le coup, on n'a pas de gaspillage dans notre système, comparativement. C'est-à-dire que quand on stoppe, on peut redémarrer 3 jours après, il redémarre. Il n'a pas besoin d'être rechargé, il y a des jauges, etc. Donc effectivement, en termes d'usage global du froid, on est quasiment à la minute. Voilà. Merci de m'avoir donné cette opportunité de préciser. Merci beaucoup et je confirme que c'est une bonne nouvelle. Je passe la parole maintenant à une autre expérience en termes de rupture au cœur des villes. C'est l'exemple de Géoptis du groupe La Poste avec Jean-Baptiste Drechler qui va nous parler de son entreprise filiale de La Poste. Donc, je vais commencer par rebondir sur les propos de Justine tout à l'heure. Chaque entité a son modèle économique, son modèle de développement qui doit être durable, et les collectivités territoriales en premier lieu. Les collectivités territoriales, elles prennent leurs décisions en faveur du bien-être des citoyens, de l'attractivité de leur territoire. C'est les moteurs du développement économique, et tout ça sous des contraintes budgétaires. Mais pour prendre les bonnes décisions, il faut qu'elles aient la bonne information et qu'elles soient collectées au cœur de leur territoire, je dirais à grande échelle. L'idée, c'est de les accompagner dans leur politique publique, leur définition, leur pilotage, leur ajustement au fil de l'eau, et de les assister dans la définition, en fonction de leurs différentes compétences, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement. Quand on est parti de ce constat-là, on s'est dit, mais quel est l'acteur qui peut collecter au plus près du territoire de la donnée pour la collectivité territoriale ? Et il y en a un qui circule partout, tous les jours, que vous rencontrez au quotidien, qui distribue vos boîtes aux lettres, c'est le facteur. Et l'idée toute simple qu'on a mis en place, c'est de se dire, en mettant un capteur sur le véhicule de la Poste pendant la tournée de distribution du facteur, on peut collecter de la donnée et servir à la collectivité territoriale des solutions qui lui permettent de définir au mieux ses arbitrages. Dans ce cas d'usage, dans cette thématique, on a élaboré différents cas d'usage. Géoptis est né en 2018 en se disant, tiens, si en mettant une caméra sur la voiture du facteur pendant la tournée de distribution, on les accompagnait dans la gestion de leur voirie. Donc on met une caméra sur le véhicule du facteur, on filme la route, on repère les nids de poules, les fissures, les faïençages, on fait un diagnostic du territoire, on définit quel est l'ordonnancement des travaux à prioriser pour passer d'une logique d'entretien curatif, en bouchant un nid de poule, un entretien préventif, en bouchant une simple fissure, ce faisant, générant des économies de gestion et de budget pour la collectivité territoriale. Et c'est de là qu'est partie l'histoire de Géoptis. Avec cette même caméra, on s'est dit, tiens, si on les aidait dans la gestion de leur mobilier urbain, l'aménagement urbain. Et il y a des collectivités territoriales qui ne connaissent pas nécessairement l'implantation de leur éclairage public, de leurs poubelles, de leurs abribus, des arceaux pour vélos, etc., etc. Et avec cette même caméra, on peut filmer les routes, géolocaliser ces différents éléments, les géoréférencer et donner à la collectivité territoriale un référentiel de son mobilier urbain sur lequel elle puisse appuyer ses décisions. Où je vais mettre une poubelle pour qu'elle soit efficace, par exemple. Et puis, en déroulant toujours ces modèles, on a repéré d'autres tendances pour les collectivités. Elles ont besoin de numérisation, de connectivité de leur territoire. Il y a eu le New Deal mobile fait par le gouvernement qui donnait la main aux collectivités pour définir où mettre les mâts de réception, d'émission de téléphonie mobile. Et on s'est dit, tiens, si on faisait de la mesure de couverture des réseaux de téléphonie mobile. Donc, dans la voiture du facteur, on met une simple caissette, la même que celle du courrier, avec dedans 4 ou 8 smartphones selon les protocoles qu'on déploie, et on va faire de la mesure de la connectivité du territoire en téléphonie mobile. Et toujours dans la même lignée, on s'est dit, tiens, la qualité de l'air, c'est aussi un sujet qui est prégnant pour la collectivité territoriale, elle a des responsabilités, ça contribue au bien-être du citoyen et aussi à l'attractivité du territoire, comme les deux autres thématiques. Et on équipe aussi désormais des véhicules de la Poste de microcapteurs qui vont mesurer les particules fines, le NO2, au cours de la tournée de distribution du facteur et ainsi cartographier le territoire. L'avantage des informations qu'on collecte, c'est qu'elles permettent d'avoir une vision, quel que soit le domaine d'activité, qui est hyper locale, qui est à l'adresse, au plus proche du citoyen. Et donc du coup, le citoyen sait que c'est une donnée qui a été collectée par quelqu'un qui passe devant chez lui tous les jours. Il y a une appropriation et dans le dialogue au citoyen, c'est quelque chose qui est important pour la collectivité territoriale. Et puis, ces données-là, elles ont le mérite d'être objectives,
parce que collecté par un tiers de confiance, mais aussi parce qu'on respecte les protocoles existants. La disruption, elle vient plus de l'usage de la flotte de facteurs, des tournées de distribution, que de la révolution dans les protocoles de mesure. Pour que la donnée fasse foi, il faut respecter les protocoles de l'ARCEP en téléphonie mobile, il faut respecter les laboratoires des ponts et chaussées pour la voirie, etc., etc. Travailler avec les ASCA pour la mesure de la qualité de l'air. Et donc, du coup, Geopti, c'est une filiale de La Poste qui a vocation à accompagner les territoires et à étoffer petit à petit des solutions. On travaille là, en ce moment, au développement d'une solution sur la mesure des déperditions thermiques en façade, par exemple, et d'étoffer ainsi la palette des services qu'on pourrait être amené à leur proposer. C'est une solution qui, pour conclure, a un autre avantage, c'est qu'elle est neutre en termes de carbone, puisqu'on ne va pas déclencher de moyens dédiés pour effectuer la mesure. Il n'y a pas de véhicule qu'on va missionner pour aller collecter de l'information au cœur du territoire. Tout se fait au détour de la tournée de distribution du facteur. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. C'est impressionnant de voir comment le métier de la Poste est en train de changer et comment tout ce réseau qui parcourt toutes les villes de France et toutes les routes de France est en mesure de remonter au territoire des informations dont on se demandait comment pouvoir les obtenir, alors qu'elles étaient si faciles d'accès grâce aux moyens modernes qu'on a maintenant et à la collaboration active de nos facteurs. Ce qui me donne également l'occasion de compléter. L'avantage de la solution, c'est qu'on peut opérer partout sur tout le territoire. Notre plus petit client, c'est 14 km dans le 0,5. Et puis de l'autre côté, on a des collectivités qui nous confient un référentiel de 1000 km. Et pour nous, la solution est strictement la même à déployer sur tout le territoire. Il n'y a pas de frein par rapport à l'échelle de la collectivité et par rapport à son besoin. Bravo, merci beaucoup. Dernier témoignage avant de passer au débat avec la salle, c'est le témoignage de Guillaume Bonsien. Les experts d'EcoAct vont nous dire leur témoignage dans cet engagement dans la transition des villes à travers leur expérience d'experts. Merci. L'initiative innovante que je souhaitais partager avec vous, c'est les COP locales. Donc les COP pour Conference of Parties, les conférences des parties, donc largement inspirées des négociations internationales sur le climat et voir en quoi ça peut être innovant et utile d'un point de vue local. Donc les COP locales ont été initiées en France par le WWF France, puis ont été citées notamment au début de l'été dans le rapport du Haut Conseil pour le climat par rapport à la dynamique, le caractère innovant et le service qu'il peut rendre au territoire vis-à-vis de la transition écologique et énergétique. Donc une COP locale, il faut voir que c'est une démarche continue qui s'inscrit dans la durée, au-delà des mandats politiques, on l'espère en tout cas. L'idée, c'est de pouvoir comment améliorer dans le temps et comment aboutir à un accord co-construit, signé pour et par les acteurs du territoire. Donc un acteur du territoire, ça va du citoyen, les associations, les organisations au sens large, donc les entreprises et collectivités locales, les établissements publics, etc. Et également, un certain nombre de structures et d'organes sont mis en place dans le cadre de ces COP locales pour permettre sa mise en place. Donc la finalité, pour bien comprendre, c'est d'aboutir à un accord sur le climat. Alors vous allez me dire, il existe déjà au sein des métropoles ou des villes des PCAET, donc acronyme pour les plans climat, air et énergie territoriaux, et à l'échelle régionale, on a les STRADET, un autre acronyme pour les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc on est sur la planification territoriale. Donc là, en fait, on a l'ambition dans ces documents, mais ce qui manque souvent, c'est le passage à l'action. Et c'est également de voir les engagements des organisations, donc on a eu quelques exemples ici, de manière comment ils sont engagés, comment ça s'est pris en compte dans les trajectoires et dans la vision plus macro définie dans ces documents de planification que sont les PCAET et les STRADET. Donc l'idée de la COP, c'est notamment de mettre autour de la table un certain nombre de parties prenantes, d'aboutir à un document co-construit et signé tel que je l'ai rappelé. On va avoir différentes parties dans cet accord. Le premier, c'est on est tous d'accord sur l'état du territoire, à la fois sur notre responsabilité commune mais différenciée vis-à-vis du changement climatique. Oui, mon activité génère des émissions de gaz à effet de serre, j'en suis conscient. Oui, en tant que citoyen, mes modes de consommation participent aux émissions de gaz à effet de serre, j'en suis conscient. Je suis également conscient des risques actuels et futurs liés aux évolutions des aléas climatiques, les inondations, les vagues de chaleur.
Et donc je suis conscient que j'ai besoin de m'adapter à la fois pour réduire les risques en tant qu'organisation, mais également profiter des opportunités. Une fois que ce constat est fait, l'idée c'est de passer directement à l'action. Donc un certain nombre d'engagements, soit individuels, soit collectifs, sont pris en compte et sont mis en avant par les parties prenantes. Donc on a deux typologies d'engagement, individuel où c'est l'organisation ou le citoyen s'engage à titre individuel ou de son organisation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des solutions d'adaptation au changement climatique. On a bien les deux volets dans l'accord final. Et on a ensuite des engagements collectifs où là, l'idée, c'est de mettre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler autour de la table, autour d'une coalition. Donc ces coalitions, pour vous donner quelques exemples de coalitions qui ont pu être montées, autour de la géothermie ou autour de l'économie de l'écologie industrielle, autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professionnels du bâtiment, mais aussi les citoyens, les usagers de ces bâtiments, sont autour de la table pour trouver ensemble les solutions, pour discuter. Une autre partie importante de l'accord final qui est décliné à l'échelle locale, c'est le volet financier. Donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement sur le financement de ces engagements. Donc ce n'est pas pour chaque engagement, l'idée c'est d'avoir des aides ou des subventions, on n'est pas là, hein. On est plutôt aussi sur le fléchage ou sur les partenariats qui peuvent être noués avec les institutions financières ou les banques. Pour mettre un petit peu des exemples et du concret dans mes propos, EcoAct, et j'accompagne notamment depuis plus d'un an et demi la région Centre-Val de Loire dans le cadre de sa COP, de l'ambition à l'action, dans le cadre de cette première COP régionale où l'ensemble des acteurs sont invités, notamment les grosses métropoles, puisqu'on a fait le focus lors de cette table ronde sur les villes, où la ville de Chartres, Orléans, Tours sont engagés avec des engagements individuels, mais également en tant que collectivité vis-à-vis de leurs compétences sur leur territoire. Et donc la finalité, c'est de voir comment l'ensemble de ces partenaires et ces institutions puissent accompagner à la fois techniquement mais financièrement tous les porteurs de projets, notamment les entreprises privées. Un dernier pendant de l'accord local, régional dans le cadre de la Centre-Val de Loire, c'est le volet méthode. C'est-à-dire comment construire un dispositif qui soit pérenne dans le temps, comment assurer la gouvernance de ce dispositif, comment assurer aussi le suivi et l'évaluation, à la fois des engagements individuels, des engagements des coalitions, et pouvoir mesurer, en fait, faire un gap analysis entre les ambitions du PCAET, je me fixe moins 40% des émissions de gaz à effet de serre à 2030, et puis tous ces engagements, un petit peu pris décousus, de la Poste, de la solution de réfrigération, comment ils contribuent à cette trajectoire. Donc c'est le dernier volet qui peut être figuré dans le cadre de l'accord. Dans le cadre de la COP Centre-Val de Loire, on s'est intéressé également à la gouvernance. Donc, au-delà des partenaires, on a la Banque des Territoires, on a l'ADEME, qui sont aux côtés de la région Centre-Val de Loire. On a également la création d'instances. Je voulais revenir sur deux instances. Le premier, c'est le panel citoyen. Donc, un peu à l'image de la Convention citoyenne pour le climat. L'idée, c'est que dans la région Centre-Val de Loire, il y a 23 citoyens qui ont été tirés au sort pour participer au débat. Donc, ils se sont rencontrés plusieurs fois sur des week-ends. Et l'idée, c'était de leur partager les informations, d'avoir leurs recommandations sur les engagements et d'émettre un avis également sur l'accord. Donc, c'est vraiment, si on veut faire simple, la Convention citoyenne sur le climat, comment on peut l'adapter à l'échelle locale, avec des particularités. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. La deuxième structure, c'est un conseil scientifique. Alors, le Graal, ça serait d'avoir un GIEC local. Certaines régions sont déjà dotées, pour ne citer que Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine ou le Grec Sud dans la région Sud. Là, en région Centre-Val de Loire, on a un conseil scientifique composé d'une 50aine d'experts et de scientifiques avec des expertises très complémentaires et diversifiées. On pourrait s'attendre à avoir une majorité de scientifiques, on va dire sciences dures. À l'inverse, on a plutôt des sciences molles avec des représentants sur les sciences humaines et sociales qui sont très bénéfiques pour l'accompagnement au changement et également pour la massification des engagements qui sont proposés par les différents porteurs de projets. Donc dans ce cadre, le conseil scientifique a plusieurs rôles. Le premier rôle pour cette première COP, c'était notamment d'émettre un avis, des recommandations par rapport aux engagements des particuliers, des organisations et des coalitions. Voir d'un point de vue scientifique
la maturité du projet, avoir des préconisations et des recommandations sur les indicateurs de suivi, les aider notamment pour la mise en œuvre opérationnelle. Ensuite, il y a tout un volet qui concerne le dialogue entre ces scientifiques et les différentes parties prenantes. Donc c'est un processus qui est en cours d'élaboration et l'idée c'est de favoriser justement ces échanges. Si on prend l'exemple d'Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine, vous avez peut-être eu l'occasion de lire des nombreux rapports qui sont une réussite. Par contre, la principale difficulté rencontrée par Acclimatera, c'est que les acteurs, notamment les citoyens, puissent s'approprier de ces enjeux climatiques. Donc c'est là tout l'enjeu de créer ce qu'on va essayer de faire en région Centre-Val de Loire, un forum d'échange pour que les porteurs de projets et les citoyens s'approprient de cette démarche. Pour vous donner quelques chiffres... Je crois qu'on va falloir conclure parce qu'il faut laisser la place au Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour donner quelques chiffres sur la dimension, il y a 130 événements labellisés COP dans les 6 départements de la région. Il y a plus de 50 000 défis citoyens qui ont été mis en place. Il y a 200 coopérateurs. C'est également une structure qui a été mise en place. C'est des référents locaux qui parcourent le territoire pour valoriser les actions en faveur du climat. Et puis, il y a une trentaine de collaborations d'acteurs. D'un point de vue calendrier, l'idée, c'est d'avoir la COP la signature d'ici fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à visiter le site internet si vous voulez un aperçu. Et c'est adapté à l'échelle locale. Il y a notamment d'autres collectivités, pour ne citer que Rouen Métropole ou la Bresse COP, qui ont mis en place ces initiatives en faveur du climat. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse pour remercier nos 4 intervenants qui ont globalement respecté leur temps. C'était pas un exercice facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La rupture sur des enjeux aussi importants, ça mérite des développements. Mais là, on essaie de se centrer sur l'essentiel. Alors, vous avez posé des questions souvent très pointues. Donc, je vais peut-être commencer par là. Enfin, je veux dire très pointues, c'est-à-dire qu'en fait, on répond par oui ou par non, presque. Bonjour Guillaume, peut-on envisager des COP locales, engagement collectif sur des acteurs des territoires qui travaillent sur d'autres sujets que le climat, culture locale, santé territoriale, etc. Complètement. Mon domaine d'expertise, c'est le carbone et le climat, donc je vous ai parlé de ça, mais l'idée, c'est effectivement de travailler sur l'ensemble des sujets. Je sais qu'il y a des initiatives en faveur de la biodiversité, donc souvent on lit le carbone, climat et la biodiversité, mais les sujets que vous avez cités... Ensemble, on a l'impression qu'en fait, il s'est passé en 2015 une révolution dans les esprits, c'est qu'on s'est rendu compte que des gens qui n'avaient rien à voir, qui avaient beaucoup d'intérêts divergents, étaient capables de se réunir sur les enjeux de la planète et de conclure un accord contre toute attente. Et là, on est un peu dans le même esprit, mais c'est au niveau d'un territoire. Comment faire en sorte que des gens qui tirent un peu dans tous les sens se convergent vers des solutions? Et alors, on fait la pratique sur le climat, mais on pourrait avoir des mêmes convergences. À partir du moment où on se réunit et qu'on décide d'opter pour converger ensemble, en tenant compte des uns et des autres, on arrive à le faire. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Mais oui, ça demande un certain art quand même. Ça demande un certain art et en fait la force, on s'est notamment inspiré des négociations internationales, c'est quand on voit en 1997 la COP de Kyoto avec le protocole de Kyoto et finalement les résultats, il y a une augmentation de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, il y a un trou dans la raquette, on s'est loupé quelque part. Donc la force de l'accord de Paris, c'est qu'on n'a pas imposé un objectif de réduction aux États. C'est bien venu, pas du top, mais du bottom-up. Et donc là, c'est l'idée avec les COP locales, c'est-à-dire qu'on a nos documents de planification PCET Stradet, où on a un objectif de neutralité en 2050, moins 40% en 2030, et maintenant, la réalité terrain, c'est des organisations dans le secteur du bâtiment, des transports, la logistique, et ainsi de suite. On a des citoyens qui ont quand même un fort levier d'action via leur mode de consommation, leur alimentation, notamment leur mode de transport, leur mode de travail. Et donc, c'est pouvoir un peu rapprocher les deux et favoriser le dialogue entre ces parties prenantes. D'accord. Une autre question qui concerne Jean-Baptiste. Revendez-vous les données que vous collectez avec les facteurs? Ces données sont-elles collectées pour les besoins de la ville? Les citoyens peuvent-ils mandater Géoptis? À qui les données appartiennent-elles?
fait beaucoup de questions d'un coup, tout ça. Ouais. Non, les données qu'on collecte sont destinées exclusivement à l'usage auprès de la collectivité territoriale qui nous a passé commande. Donc l'idée, c'est bien de l'accompagner. Et si on se positionne comme un tiers de confiance, c'est aussi pour pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi avec cette donnée-là. Donc ça fait partie même des fondements de l'ADN de Geoptis, qui est une filiale de La Poste, que de respecter la RGPD, la confidentialité de la donnée, d'en maîtriser l'usage. On ne s'appelle pas Google. Voilà. Donc de manière assez simple, c'est ça. Un citoyen nous commander, dans l'absolu, pourquoi pas, mais quel est l'intérêt d'un citoyen à aller payer un audit de la voirie sur 300 km? J'ai du mal à faire le lien, voilà, mais dans l'absolu, tout est possible. Bien, merci. Autre question pour Justine. Votre action sur le modèle économique va-t-elle jusqu'à aider le pilotage financier des villes? Non. Non, on ne travaille pas sur... Enfin, en tout cas, pas nous. L'idée, c'est qu'on met à disposition ces outils. On fait en sorte déjà qu'un maximum de parties prenantes avec lesquelles on travaille se saisissent de ces outils, que ces outils ne soient pas réservés aux seuls quelques... seules quelques personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est déjà une grosse partie. Donc on parle de concertation, etc. C'est ça. Et la deuxième, après, dans le modèle économique, il y a parfois au sein des villes, mais des gens qui sont bien mieux placés que nous pour travailler sur la partie financière, avec lesquels on peut travailler, mais nous, on ne le fait pas. Bien, une dernière question qui est assez longue. Quelle place accordez-vous aux codes connectés des villes de demain, où des capteurs permettront de suivre la qualité de l'air, l'avancée de la végétalisation, le problème des îlots de chaleur, etc. L'interaction entre les administrés et les municipalités pourra également être facilitée par les nouveaux médias de communication. En bref, comment pensez-vous la Smart City? Pour moi, ça? J'ai trouvé Ouais. que la question était... Alors, il y a beaucoup de foisonnante. mots honnêtement, que je ne comprends pas, je vais être honnête. Tout ce qui est connecté, etc., ce n'est pas mon cœur de métier ni de compétence, si on peut dire. Selon moi, la Smart City, on en revient de l'intelligence. L'intelligence, elle n'est pas technologique uniquement. Donc, en fait, on va dire que tout est là-dedans. Après, voilà, parfois on met des capteurs sur des voitures, ça se passe très bien. Donc, disons que c'est l'intention qu'on a derrière, si c'est la Smart City pour qu'elle soit plus intelligente et que l'intention est juste de la rendre plus intelligente, oui, mais on sait aussi qu'un humain très intelligent, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des choses bien. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais Je suis désolé, mais on n'a pas le temps de prendre davantage de questions. Le temps est arrêté. Donc, je vous demande à nouveau d'applaudir. Mais avant, je vais faire une petite conclusion. Cette table ronde m'a enchanté parce qu'elle a montré la grande variété, par la grande variété des témoignages, l'ampleur des changements qu'il y a dans les consciences qu'il va falloir faire. Et ça me rappelle le livre que viennent de sortir Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, Le temps des consciences, la grande disruption innovante, à mon avis, elle va être dans les consciences. On l'a bien vu pour l'exemple de la COP, on le voit aussi dans l'exemple de l'activité nouvelle qui est proposée aux facteurs, dans les témoignages de Justine sur la recherche d'une économie circulaire profonde qui remet en cause énormément d'éléments dans les esprits. Alors pour la chaîne de froid, c'est moins évident, mais pourtant elle contribue directement par son caractère concret à une solution qui va être importante. Mais la conclusion que je retire quand même, c'est l'importance de la révolution dans les consciences. Je vous remercie à tous et je vous demande de remercier Merci. l'étonnement. Pas du tout, je suis désolée. Ah bah oui.